si vous osez poser un seul doigt sur cet enfant ou sur la fortune de son père, je vous jure que la planète entière saura ce que vous avez manigancé dans ce garage. » Le silence opulent de la demeure se fracassa comme une vitre, le temps suspendit son vol et pour la première fois de sa vie, la femme la plus influente de la région connut la peur, parce que celle qu'elle traitait de simple employée de maison s'apprêtait à exposer ce que nul n'avait jamais eu l'audace de dire. Elle n'avait ni éducation supérieure ni patrimoine, mais elle détenait un trésor qu'aucune somme d'argent ne peut acquérir, l'intégrité et le courage. Ce qu'elle était sur le point de révéler allait anéantir une imposture valant des millions, secourir une enfant disparue et provoquer le scandale le plus retentissant que cette région ait jamais connu. Mais avant que les événements ne se précipitent, tout avait commencé dans une ruelle abandonnée, par les sanglots d'une fillette et le geste d'une femme qui a refusé de détourner les yeux. Avant que je ne vous plonge dans ce récit, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous suivez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'aime tellement savoir que vous êtes aux quatre coins du monde. Je vous préviens tout de suite, l'histoire d'aujourd'hui est de celles qui vous prennent aux tripes, car quand l'inattendu survient, une destinée peut basculer pour toujours. Alors, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et accrochez-vous bien, car la vérité que cette femme de ménage va mettre au jour va vous glacer le sang. L'aube était encore pâle, un air vif et glacial lui mordait les joues. Chloé, une jeune femme de ménage, se rendait à son travail, suivant sa routine quotidienne. Elle marchait d'un pas vif, des écouteurs de piètre qualité diffusant une musique à peine audible, son esprit entièrement absorbé par un tourbillon de factures impayées. Tout à coup, un pleur minuscule, presque étranglé, s'éleva d'une ruelle que tout le monde évitait. Elle s'immobilisa, la gorge nouée. « Y a-t-il quelqu'un » demanda-t-elle à mi-voix. Pour toute réponse, le murmure du vent et le bruit d'une plaque de tôle qui cognait. Le pleur se fit plus distinct. Chloé s'engagea dans la ruelle, progressant à pas de loup. Derrière un conteneur à déchets, elle distingua une petite chaussure rouge maculée et un ourson en peluche avec un œil décousu. Puis, la vision d'horreur, une petite fille, âgée de 5 ans tout au plus, d'une maigreur alarmante. Sa tête appuyée contre la froideur des briques, ses grands yeux ouverts par l'effroi. « Salut, ma puce. Je m'appelle Chloé. Tout va bien se passer. » L'enfant ne dit mot, se contractant, son petit corps parcouru de frissons. Chloé ôta sa veste sans une seconde de réflexion et en enveloppa la fillette. Elle scruta les environs. Aucun adulte, pas le moindre signe de vie. La ruelle exhalait une odeur de rouille et de trahison. À terre, un bracelet en tissu sur lequel était brodé un nom, de travers, en fil bleu, Manon. C'est à cet instant que tout a commencé à exploser. Chloé souleva la petite fille dans ses bras avec une infinie délicatesse. « As-tu faim » demanda-t-elle d'une voix qui voulait être un cocon. Le ventre de l'enfant lui répondit par un gargouillement bruyant, celui d'un estomac vide depuis trop longtemps. Chloé se précipita à la boulangerie du coin, où elle obtint du pain frais et du lait à crédit. La petite avala le lait comme un nectar précieux, et ses yeux perdirent un peu de leur vide. « Quel est ton nom, ma jolie » redemanda Chloé. Les lèvres de l'enfant s'entr'ouvrirent à peine. Manon fut à peine un souffle. « Tu es en sécurité avec moi, maintenant. » L'idée de contacter la police traversa l'esprit de Chloé, mais la terreur de la fillette la retint. Une marque étrange saignait son poignet, comme celle qu'aurait laissé un collier de serrage en plastique. « Qui t'a amené dans cet endroit » questionna-t-elle doucement. Manon serra plus fort son ours à l'œil pendant et fit un geste vague vers le ciel, l'air de ne pas savoir. Un frisson d'horreur parcourut Chloé. Il ne s'agissait pas d'une simple fugue. Une main adulte, et cruelle, était derrière tout ça. Elle devait établir une stratégie avant de déclencher l'alerte, et cette stratégie débuta par un coup de fil anonyme destiné à ébranler les hautes sphères. Chloé composa le numéro d'urgence, la voix altérée. « Il y a une enfant dans une ruelle, c'est une urgence. » Elle coupa la communication avant qu'on ne puisse l'identifier. « Viens, Manon. Je connais un endroit sur pas loin d'ici. » Elle la conduisit chez Monique Dubois, une voisine au cœur d'or, du genre à préparer de bonnes soupes de légumes et à garder un secret. « Mais que s'est-il passé, mon enfant » s'écria Monique, les yeux ronds de stupeur. « Je t'expliquerai plus tard, Monique. Occupe-toi d'elle, je t'en prie. » La soupe fumait dans l'assiette. La couverture sentait le linge séché au soleil. Manon y nicha sa tête et sombra dans un profond sommeil. Chloé,
elle, resta à la fenêtre, aux aguets. Une Renault 4 de couleur sombre passa au ralenti, une première fois, puis une seconde. Vitres opaques, comportement suspect. Chloé griffonna la plaque d'immatriculation sur une serviette en papier qu'elle enfouit au fond de sa poche, à côté de son angoisse. Ça a tout l'air d'un coup monté, songea-t-elle. C'est là que le souvenir du journal régional de la veille lui revint. La fille de l'industriel Nicolas Lefebvre, disparue. La photo montrait une fillette avec un ruban rouge. C'était elle. C'était Manon. Le cœur de Chloé manqua un battement. Ciel, cet enfant a une famille. Et des ennemis. Et si sa future belle-mère était impliquée? Les bruits qui couraient en ville la décrivaient, elle et son chauffeur, comme des ombres inséparables. Chloé inspira longuement pour retrouver son calme. Elle lava le visage de Manon avec de l'eau tiède, changea ses chaussettes trouées pour une paire propre et lui tressa les cheveux avec tendresse. « Je vais te ramener chez ton papa, tu m'entends » La petite fit un signe de tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais le danger était immense. Cette voiture qui rôdait, ces rumeurs inquiétantes. Chloé allait devoir pénétrer dans l'antre de la bête. Et dans cette région, la bête portait des vêtements de luxe. Une grande propriété familiale, celle des Lefebvre, recherchait du personnel de maison. L'annonce circulait sur le groupe de discussion du village. Voilà ma porte d'entrée. La décision de Chloé fut instantanée. Elle allait s'infiltrer par le bas pour frapper au sommet. Nettoyer les sols en même temps qu'elle rassemblerait des preuves. Et faire tomber les coupables. Monique lui prit la main. « Ma chérie, le courage ne te manque pas, mais la prudence est aussi une vertu. » Chloé lui offrit un demi-sourire. « Je reviendrai déposer cet enfant dans les bras de son père. » Manon étreignit son ourson, et Chloé s'arma de sa détermination, car la prochaine porte était celle d'un domaine immense, gardé par des gens avides d'héritage. La partie avait commencé, et chaque minute comptait. Au portail, caméra omniprésente. Chloé se présenta, humble, son CV en main, le regard alerte. Le concierge la jaugea. « C'est pour le poste pour le ménage ?» ?»« Exactement, monsieur. » Un travail soigné et une discrétion absolue. Ce dernier mot fut son sésame. Le responsable du personnel l'a reçu avec un presse-papier. « Votre nom ?»« Chloé Simon. »« Votre expérience ?»« La poussière, la saleté, les mensonges. »« Je sais tout nettoyer. » Il esquissa un rire forcé et cocha une case. « Vous pouvez débuter dès aujourd'hui. » En période d'essai. Chloé dissimula son émoi et entra. La demeure embaumait un mélange de parfums coûteux et de tensions palpables. Les portraits au mur semblaient la dévisager, les tapis de laine absorbaient ses pas. Dans le couloir, une photo de Manon, tout sourire. Le ruban rouge, ce même regard. « Tu vas rentrer chez toi, ma petite » pensa Chloé. C'est à cet instant qu'elle fit son apparition, Valérie Dubois, la fiancée du millionnaire, la reine des lieux. Une beauté glaciale, un sourire qui ne parvenait jamais à réchauffer ses yeux. La nouvelle employée? Très bien. J'ai horreur de la poussière. Chloé perçut immédiatement le froid qui émanait d'elle. Un secret était levé au cœur de cette femme. Dans le garage, elle découvrit l'autre pièce du puzzle, Stéphane Mercier, le chauffeur qui en savait trop. Une carrure imposante, un regard fuyant. Il était occupé à ranger le coffre avec une application suspecte. « Votre premier jour ?» lui lança-t-il d'un ton faussement désinvolte. « Le premier, mais j'apprends très vite. » Il lui fit un signe de tête et referma le coffre avec une lenteur calculée. C'est là que Chloé avisa un fragment de ruban de satin rouge, coincé dans le joint. Le même que celui de la photo. Son cœur s'arrêta de battre. « Vous emmenez madame ou d'habitude ?» tenta-t-elle. « Où l'on me demande de l'emmener, pardi. » Un rire sec. Chloé affecta l'indifférence et emmagasina l'information. Chaque détail compte quand la vérité est en jeu. Dans la cuisine, les conversations allaient bon train. Arrivé ce matin et déjà dans les bonnes grâces de la patronne. La patronne apprécie les gens qui se taisent. Chloé écoutait en faisant la vaisselle. Depuis la disparition de la petite, c'est un vrai cauchemar ici. Le père est dévasté.
c'est la fiancée qui mène la barque. Le sang de Chloé bouillonna. Comment la fiancée pouvait-elle être plus forte depuis la disparition de Manon? Parce que ceux qui tirent profit d'un drame ont toujours ce sourire en coin, et le sien était une arme blanche. En fin de journée, Valérie convoqua Chloé. « J'apprécie la discrétion, dit-elle en croisant ses longues jambes. Je veux cette maison impeccable, et votre bouche cousue. » Chloé hocha la tête, soumise en apparence, mais l'esprit en alerte. « Une dernière chose, » ajouta la fiancée d'un ton confidentiel. « Ne vous approchez pas de la chambre à l'étage. Seul le personnel de longue date y est autorisé. » Chloé mémorisa l'interdit. Une chambre défendue est souvent le lieu où se cache le secret. En partant, elle croisa Nicolas Lefebvre. Un père à la dérive, la barbe de plusieurs jours, le regard de celui qui a renoncé au sommeil. « Bonsoir, monsieur, dit Chloé à voix basse. Il répondit d'un geste las. « Si jamais vous apprenez quelque chose sur ma fille. » Sa voix se cassa. Une boule se forma dans la gorge de Chloé. « Je la retrouverai, monsieur. Vous pouvez me croire. » Il la fixa, comme s'il décelait en elle une force insoupçonnée. « Merci. » Valérie apparut derrière lui, mielleuse. « Nicolas, chéri, ne t'épuise pas. » Chloé vit sa main se poser sur lui, une main qui emprisonne, pas qui réconforte. Le pouvoir était son plus bel atour, et le chauffeur, sa laisse. Au plus profond de la nuit, la demeure murmurait ses secrets. Chloé monta les escaliers sans un bruit, armée d'un chiffon. Le couloir interdit était glacial. Serrure neuve, double verrou, et une caméra de surveillance orientée bizarrement. Seul celui qui craint la vérité détourne une caméra. Chloé pressa son oreille contre la porte. Elle perçut le bip faible d'un appareil pour enfants. Un babyphone. Dans la chambre adjacente se trouvait une armoire massive. Elle la déplaça avec précaution. Derrière, un renfoncement dans le mur, parfaitement dissimulé. À l'intérieur, une chaussette d'enfant à paillettes et un ticket de caisse. Station-service sur la D12, mardi, au milieu de la nuit. Essence, friandises, une petite brique de lait. On n'achète pas de lait sur la route en pleine nuit sans un enfant. Chloé photographia le tout, conserva le ticket, et remit tout en place comme si de rien n'était. En bas, une porte claqua. Bruit de talons et parfum de duplicité. C'était Valérie, riant au téléphone. « Ne t'en fais pas, Stéphane. D'ici peu, tout le monde aura oublié. » Dans le noir, Chloé serra le poing. Cet enfant avait un père, et désormais, elle avait aussi une alliée. Le pire restait à venir. Le lendemain matin, Chloé arriva comme une fleur. Dans sa poche, un vieux smartphone enregistrait discrètement. Elle feignit d'épousseter un cadre, orientant la micro-caméra dissimulée dans le manche de son plumeau. Un stratagème de celle qui a toujours dû ruser pour survivre. À l'office, l'agitation était à son comble. Conférence de presse aujourd'hui, lança une employée de maison. La fiancée va faire une déclaration sur les recherches. Chloé sentit le piège. Annoncer publiquement des recherches est souvent une manière d'effacer ses propres traces. Des pas précipités résonnèrent sur le sol en marbre. Valérie fit son entrée, vêtue d'une robe affirmant son autorité, un sourire de papier glacé, un cœur de pierre. « Nous devons présenter un front uni, déclara-t-elle. Monsieur Lefebvre viendra remercier la presse. » Chloé nota le léger tremblement de sa main. Le symptôme de celui qui cache un lourd fardeau. Stéphane Mercier apparut derrière elle, sa chemise impeccablement repassée. Il jeta un coup d'œil furtif à la caméra de surveillance. Le regard de celui qui s'assure que son mensonge est bien protégé. Chloé capta chaque détail, chaque micro-expression, car le langage du corps est plus éloquent que les mots. Et celui qui veut maîtriser le récit à tout prix finit par trébucher. Le faux pas se produisit à cause d'un micro ouvert. Fais en sorte que ça se passe bien, Stéphane. Pas de questions embarrassantes. Le micro amplifia ces mots comme une confession. Ne t'inquiète pas, personne ne la relira à toi. Un froid polaire s'installa dans le salon. Chloé fit semblant de renverser son seau pour bousculer le câblage. L'enregistrement audio devint parfaitement net. Valérie comprit trop tard. Coupe ça, siffla-t-elle,
mais il était trop tard. Nicolas Lefebvre arriva ensuite, le visage marqué par la souffrance. Il salua les journalistes, promit une récompense. Chloé vit un père, pas un homme d'affaires. La douleur authentique se passe de mise en scène. Valérie se plaça à ses côtés, jouant la compagne parfaite. Nous mettons tout en œuvre, mon chéri, roucoula-t-elle. Chloé se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rage. Mettre tout en œuvre, ce n'est pas ordonner de couper un micro. Aimer, ce n'est pas espionner une caméra de surveillance la nuit. Stéphane toussa et consulta sa montre avec un air coupable. 1 heure précise est le signe d'un rendez-vous, et le rendez-vous de complice ne souffre aucun retard. Dans sa poche, Chloé sentit la serviette en papier avec la plaque d'immatriculation, la plaque qui menait à la route départementale des 12, en pleine nuit. Il était temps de remonter la piste. Pendant sa pause, Chloé prétexta devoir secouer les tapis pour retourner au garage. Le coffre s'entr'ouvrit. À l'intérieur, une couverture d'enfant imprégnée d'une odeur de shampoing bas de gamme, et un grain de sable rose collé sur le caoutchouc. Du sable de cette couleur, on n'en trouvait que près de l'ancien silo agricole, un chantier abandonné où la nature avait repris ses droits. Chloé prit une photo et referma le tout méticuleusement. Elle revint l'air de rien. Dans le couloir, elle tomba sur Nicolas. Il semblait au bord de l'effondrement. « Mademoiselle, avez-vous vu la chambre de Manon ?» Chloé prit son courage à 2 mains. « J'ai vu sa photo, monsieur, et j'ai senti son absence dans les murs. » Ses yeux s'agrandirent. « Si vous savez quoi que ce soit, parlez-moi avant de parler à la presse. Si vous me promettez votre confiance, je vous parlerai. » Valérie les interrompit, son parfum saturant l'air. « Cet employé importune monsieur. Elle m'aidait simplement à me souvenir de Manon. » Le rire de Valérie était doux, trop doux pour être sincère. « Aidez-le en faisant votre travail, ma chère. » Chloé baissa la tête, dissimulant le feu qui couvait en elle. Le meilleur feu est celui qui fait mijoter la vérité, et la vérité était presque à point. Le soir, Chloé se rendit à l'ancien silo agricole avec Monique. Guidées par la lumière d'un téléphone, elles avançaient en silence, une prière au bord des lèvres. Près du vieux hangar, des traces de pneus fraîches et de petites empreintes de chaussures de sport étoilées. Dans un coin, un bout de scotch abandonné et un gobelet contenant un fond de lait. Manon était passée par là, c'était une certitude. Monique lui montra un conteneur entrouvert. À l'intérieur, une couverture d'enfant et un dessin, un cœur et les lettres PA. « Papa » souffla Chloé, les larmes aux yeux. Le bruit d'un moteur déchira le silence de la nuit. Un faisceau lumineux balaya les lieux. « Vite, cache-toi !» Monique entraîna Chloé derrière le silo. La Renault 4 noire se gara avec précision. Stéphane descendit, parlant à voix basse dans son téléphone. « T'en fais pas, Valérie, demain on change d'endroit. » Le type de la clinique a les papiers. Sans la gamine, le testament ne peut plus nous bloquer. Chloé sentit le sol s'effondrer. Clinique, papier, testament. Le complot était bien plus vaste qu'elle ne l'imaginait. C'était une escroquerie à l'héritage, et elle, simple femme de ménage, en était devenue l'unique témoin. Le lendemain, Chloé arriva avant l'aube. Elle dissimula son téléphone dans une plante verte, l'enregistrement activé, avec une vue plongeante sur l'escalier principal. Chaque détail pouvait devenir une preuve. Elle trouva le journal du jour sur la table de l'office. En première page, la fiancée courageuse mène les recherches. Une photo de Valérie serrant un ours en peluche. Un ours que Manon n'avait jamais eu. Le spectacle des larmes est toujours trop ostentatoire. Chloé prit son matériel et monta. Elle s'arrêta devant la chambre interdite. Des chuchotements filtraient. « Docteur Laurent Petit, la mise sous tutelle sera rapide, n'est-ce pas ?» C'était la voix de Valérie, faussement suave. Avec le bon rapport, la tutelle provisoire est une simple formalité. La voix de l'autre était visqueuse. Mais il nous faut le rapport d'aptitude du père. Son dossier sur l'anxiété nous sera très utile. Tout est déjà arrangé, docteur. Chloé frissonna de colère. C'était un coup à 3 bandes, faire disparaître la fille, déclarer le père inapte, et s'emparer de la fortune. Mais il lui manquait la pièce maîtresse pour les faire tomber. Et cette pièce vint de la personne la plus inattendue. Dans la buanderie,
l'employée la plus ancienne, Marie Garnier, lui parla à voix basse, « Vous êtes une bonne personne, n'est-ce pas? J'ai besoin de connaître la vérité. » Marie vérifia que personne ne les écoutait et sortit une clé USB d'une pile de draps. « Je l'ai trouvée dans leur chambre, derrière une plainte. Je n'ose pas la donner au patron. J'ai vu trop de choses ici. » Chloé la prit avec des mains tremblantes. « Merci, Marie. Vous nous faites gagner un temps précieux. Sauvez cet enfant, le reste suivra. » Dans les vestiaires, Chloé brancha la clé sur son téléphone. Une vidéo du garage, datant de 2 jours avant la disparition. Stéphane installant Manon dans la voiture, pieds nus. Valérie embrassant l'enfant pour la caméra de surveillance, avant de se retourner et de la pousser sans ménagement. « Dépêche-toi, personne ne doit nous voir. » L'estomac de Chloé se tordit. La preuve était là, irréfutable. Elle fit une copie sur un serveur sécurisé. Garder une preuve pour soi, c'est être une cible. La partager, c'est devenir une force. Il était temps de déchaîner l'orage. Mais d'abord, elle devait convaincre Nicolas. Elle attendit que Valérie soit sortie et le trouva dans son bureau, le regard perdu. « Monsieur, vous devez voir ça. » Il la regarda comme si elle le sortait d'un long cauchemar. Elle lui montra la vidéo, le son au plus bas. Nicolas chancela. « Mon Dieu, c'est Manon. C'est ma fille. Et c'est votre fiancé qui l'enlève, monsieur. » Un silence de plomb s'installa. Nicolas serra les poings à s'en faire blanchir les phalanges. « J'ai été un imbécile. Il n'est pas trop tard, mais il faut agir avec prudence. Si vous la confrontez, elle la fera disparaître. Il nous faut le bon commissaire, le bon juge, et il faut les prendre sur le fait. » Nicolas prit une profonde inspiration. « Faites ce qu'il faut. Je vous fais confiance. Ramenez-moi ma fille. » Chloé sentit que la situation basculait. Un père qui retrouve sa combativité est un adversaire redoutable. Ce soir, ils vont la déplacer. Je connais la route et la station-service. J'irai avec quelqu'un de confiance. Appelez le commissaire Antoine Moreau. Dites-lui qu'il s'agit d'un enlèvement et que vous avez une preuve vidéo. Le soir, la propriété était en effervescence. Valérie souriait aux caméras. « Le moindre indice, n'hésitez pas à m'appeler, » disait-elle. Pendant ce temps, Stéphane se glissait dehors. Chloé l'avait déjà repéré. Derrière, un vieux taxi Citroën 2CV l'attendait. Monique à l'avant, impassible. « En route, ma fille. Ce soir, justice sera faite. » Le taxi suivit à distance. La route départementale des 12 se dessina dans la nuit. Stéphane s'arrêta à la station-service. Il envoya un court message vocal. « Je suis là. Ouvre le hangar. » Chloé zooma avec son téléphone et photographia l'écran. Des coordonnées GPS s'affichèrent. C'était tout ce dont elle avait besoin. Le commissaire reçut le message. « Une patrouille est en chemin. Ne prenez pas de risque. » « Aucun risque, » répondit Chloé, le regard déterminé. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la maîtrise du risque. Le hangar se trouvait derrière une clinique désaffectée. Un lieu à l'abandon, parfait pour se cacher du monde. Et c'est là que le monde vous rattrape. Le portail grinça. Stéphane entra, nerveux. Chloé et Monique contournèrent le bâtiment. Dans sa poche, la clé USB et l'espoir. À l'intérieur, une odeur de produits d'entretien et de peur. Un paravent divisait l'espace. L'ombre d'un sac à dos d'enfant. Et un dessin scotché au mur, un cœur et le mot « Papa ». « Elle est là », murmura Chloé. Des voix s'élevèrent. « Dépêche-toi, Stéphane. Je ne veux aucun retard. » C'était Valérie, son masque de sophistication tombait. L'avocat arrive. Il signe et on s'en va. Après, on pourra pleurer devant les caméras. Chloé activa l'enregistrement de son téléphone et s'avança. Derrière le paravent, Manon était sur un matelas, les yeux grands ouverts, terrorisée mais vivante. Chloé se montra. « C'est terminé, Valérie. La vérité a gagné. » La surprise sur le visage de la fiancée se transforma en haine pure. « Comment cette bonne est-elle entrée ici ?
Stéphane attrapa son téléphone. Ne touche à rien, mon grand, l'avertit Monique, un tuyau d'incendie à la main. J'ai élevé 3 fils. Tu ne m'impressionnes pas. Valérie ricana. Tu crois avoir des preuves? J'ai des signatures, un juge dans ma poche. Je peux tout faire disparaître. Chloé fit un pas en avant. Les preuves sont déjà chez la police, chez son père, et partout ailleurs. Si je disparais, tu ne pourras pas éteindre l'incendie. Stéphane regarda Manon et flancha. On n'a fait qu'obéir. Tais-toi, lâche. Hurla-t-elle. C'est alors que la sirène retentit. Le commissaire Moreau fit irruption. Police. Personne ne bouge. Valérie tenta une dernière manœuvre. Commissaire, c'est un malentendu. Je protégeais l'enfant. La clé USB dans la main de Chloé et la vidéo dans la voiture de police racontèrent une autre histoire. Manon se jeta dans les bras de Chloé. C'est fini, ma puce. Le cauchemar est terminé. Nicolas arriva juste après, les yeux embués de larmes. Ma fille, mon amour, pardonne-moi. Manon se blottit contre lui. Valérie tenta de fuir. C'est moi la victime. Il est instable. Le commissaire la fixa. Une victime qui ordonne de couper un micro et qui achète de l'essence en pleine nuit. Ça ne tient pas debout. Stéphane s'effondra. Je vais tout dire, commissaire. Elle a tout manigancé avec le docteur. Petit pour le faire interner. Le château de mensonges s'écroula. Menottez-les. L'enfant rentre avec son père. Chloé serra la main de Monique. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Monique lui sourit. C'est toi qui as eu le courage, ma fille. Je n'ai fait que te soutenir. La ville semblait pousser un soupir de soulagement. Mais un dernier acte se préparait. Un journaliste interpella Chloé. Comment avez-vous réussi à vous infiltrer? Valérie, menottée, cria, c'est une profiteuse. Elle voulait me faire chanter. La foule commença à douter. Nicolas monta sur le marchepied de la voiture de police. Cette femme a sauvé ma fille. Si quelqu'un mérite une récompense, c'est elle. Et si quelqu'un a tenté de me voler, c'est celle qui partageait ma vie. Un silence approbateur s'installa. Le commissaire brandit la clé USB. Il y a bien plus là-dedans que vous ne l'imaginez. De faux rapports médicaux, des documents falsifiés, des noms très importants. Valérie comprit que tout était perdu. Vous ne savez pas qui je suis. C'est précisément pour ça que c'est terminé, répondit Chloé. Parce que tout le monde doit savoir. Manon serra son ours et sourit. Un sourire fragile, comme un arc-en-ciel après l'orage. La portière se referma. La foule applaudit. Une histoire qui s'écrivait en direct, sous les yeux de tous, avec un dernier secret caché dans la poche de l'enfant. Quelques jours plus tard, le tribunal de grande instance était bondé. Le juge avait l'air sévère. Valérie jouait la victime. Stéphane, le repenti. Le procureur projeta la vidéo du garage. Un silence de mort s'installa. Puis les enregistrements audio et le ticket de caisse. Le puzzle était complet. L'avocat de Valérie plaida l'anxiété. L'anxiété ne justifie pas l'enlèvement d'une enfant, ni la falsification de documents pour faire interner son père, rétorqua le juge. Stéphane confirma tout, le complot, la clinique de façade, le docteur. Petit, le chantage. Valérie cria que c'était une machination de la femme de ménage. Chloé prit la parole, calmement. Je voulais la justice, monsieur le juge. Et la place des menteurs est en prison. Nicolas tenait la main de sa fille. Le juge prit son stylo. Détention provisoire pour les accusés. Une enquête est ouverte sur leurs complices. Un immense soupir de soulagement parcourut la salle. Valérie s'effondra. Stéphane demanda pardon. Nicolas serra Manon contre lui. On rentre à la maison, mon trésor. Manon sortit un papier de son sac. J'ai trouvé ça dans le coffre de la chambre interdite. Chloé n'en crut pas ses yeux. C'était une copie du testament de son grand-père, avec une clause protégeant l'héritière de tout tuteur mal intentionné.
Valide si l'enfant est avec son père, nul en cas de manipulation. Le juge lut le document et sourit. Le destin a parfois une drôle de façon de faire les choses. Ceci clôt définitivement le dossier. La foule murmura « Amen », collectif. Parfois la justice passe par les lois, et parfois par le courage d'une femme de ménage. Chloé sentit le poids de ses derniers jours quitter ses épaules. Monique, Marie, toutes ses alliées étaient là. Le procureur lui serra la main, et la ville entière apprit son nom. Le dimanche suivant, la place du village était en fête. Un vendeur de crêpes, un accordéoniste, et des rires d'enfants. Nicolas tendit une enveloppe à Chloé. La récompense promise, et une offre d'emploi. Je veux que vous soyez ma coordinatrice de l'intégrité. Chloé ravala ses larmes. J'accepte, si je peux suivre des cours du soir. Je veux finir mes études. Nicolas accepta sur le champ. Et une place à l'université, si vous le souhaitez. Manon tira sur sa manche. Tu veux être ma marraine? Le cœur de Chloé explosa de joie. Avec le plus grand plaisir, ma princesse. Monique apporta un gâteau. La ville applaudit à nouveau. La plus belle des réussites est celle qui est partagée. Chloé pensait déjà à créer des bourses d'études pour ses collègues. Marie obtint une retraite méritée. Le vieux taxi devint un service d'aide à la communauté. Cette histoire devint un symbole d'espoir, la preuve que l'improbable peut triompher. Et qu'un simple balai peut devenir une arme pour la justice. Le soir, Chloé retourna une dernière fois à la propriété. La lumière ne tremblait plus. Dans la chambre interdite, il ne restait que le silence et la poussière. Elle ouvrit la fenêtre. Le vent chassa les derniers vestiges du mensonge. Elle retrouva l'ourson, lui recousit son œil, et le posa sur le lit. Un point final à cette histoire. Manon dormait paisiblement. Nicolas rédigea une lettre de remerciement. Le commissaire arrêta le docteur. Petit. D'autres têtes allaient tomber. Valérie ne put acheter le silence de ses codétenus. Une preuve solide est incorruptible. Sur son balcon, Chloé sourit. Je ne suis pas une héroïne, juste une femme obstinée, se dit-elle. Obstinée à défendre ce qui est juste. Son téléphone vibra. Des centaines de messages de remerciement. Elle répondit par 3 mots, prenons soin les uns des autres. Et elle se fit une promesse. Partout où elle verrait un ruban rouge et une larme cachée, elle serait là. Pour poser les bonnes questions, pour agir, et pour que chaque histoire se termine du côté de la lumière. Et vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu ce courage? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, car il y a chaque jour de nouvelles histoires de courage et de résilience. À très bientôt. Et souvenez-vous, celui qui fait le bien n'est jamais seul.